Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. J'arrête quand je veux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi, n'est-ce pas? Premier samedi du mois de septembre. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Coronavirus, c'est très sérieux. C'est très sérieux, surtout si vous êtes âgé. Si vous êtes âgé, comme vous pouvez l'entendre 250 000 fois par semaine, dans tous les médias, la radio, la télé, partout, il précise bien que 90% des gens qui risquent ont plus de 65 ans. Et pour tout ça, vous devez faire attention, exécutez tous les conseils et ne sortez pas trop. Ce soir, j'ai un invité, M. Jean-Philippe Biron, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, économiste, écrivain, que j'ai le plaisir de l'avoir encore avec moi ce soir, ici et maintenant. Il vient de m'envoyer une petite vidéo de 2 minutes. C'est sujet aussi entre dans nouvelle mondialisation, mes chers amis, c'est quelque chose de tout à fait différent avec tout ce que nous avons eu dans l'histoire. Le nouveau monde et nouvelle mondialisation vous a préparé énormément de surprises et il ne faut pas être bête, il ne faut pas être imbécile, il faut être intelligent et il faut réagir, il faut être présent pour vous, pour votre famille, pour votre société et également pour votre pays, surtout la France, avec cette grandeur dans l'histoire d'humanité, et les Français qui pensent à la France et à l'humanisme, mes chers amis. Alors, il m'avait envoyé, Jean-Philippe Biron, cette vidéo de 3 minutes, et je vais le diffuser dès le départ, et après, on va prendre M. Jean-Philippe Biron, et on va parler pendant quelques minutes ensemble, mes chers amis. David Abbassi est avec vous, restez avec nous, on a énormément de surprises ce soir pour vous, mes chers amis. Dans le Finistère. Car effectivement, nous sommes dans le Finistère, à Arzano, devant l'ancienne gendarmerie qui est juste derrière nous. Cette gendarmerie, elle a fermé le 1er août, il y a quelques semaines. Évidemment, l'État se désengage dans nos campagnes, abandonne les populations de plus en plus, ferme des gendarmeries. Mais cette gendarmerie ne va pas rester longtemps vide. En effet, nous venons d'apprendre que le préfet du Finistère a décidé d'installer ici, dans quelques jours, des dizaines d'immigrés clandestins. Oui, je dis bien, des dizaines d'immigrés clandestins. Ce ne seront même pas des demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des mineurs isolés accompagnés, vous savez, ces faux mineurs qui permettent aux clandestins de se faire régulariser. Non, ce sont des immigrés clandestins. Et ici, on va faire des travaux, bien évidemment, pour les accueillir. Parce que les gendarmes, eux, pouvaient se satisfaire de ces logements, mais pour les immigrés clandestins, il faut refaire les peintures, il faut refaire l'ameublement, etc. Oui, ces immigrés clandestins, avec votre argent, avec notre argent, vont être logés ici, vont être nourris, vont être soignés, vont être distraits également. Des bus vont venir tous les matins vers 9h, 10h, pour aller les emmener au bord de la mer, au Mont-Saint-Michel, à Disneyland. Bref, ils vont bénéficier d'avantages que n'ont plus les Bretons et les Français qui vivent sur ces territoires. L'État nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Effectivement, il nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour la police. Il n'y a plus d'argent pour la gendarmerie. Il n'y a plus d'argent pour les EHPAD. Il n'y a plus d'argent pour nos petits retraités. Il n'y a plus d'argent pour aider nos agriculteurs. Par contre, de l'argent, il y en a beaucoup pour installer partout chez nous, dans nos villages, ici, en Bretagne, dans le Finistère, pour installer des immigrés entrés clandestinement en France. Chers amis, nous sommes face à un véritable scandale qui doit provoquer la colère des Français. La colère parce que c'est une injustice.
social de privilégier des étrangers entrés irrégulièrement en France à ses propres compatriotes. C'est l'État qui fait cela, dans un silence absolu, dans un silence absolu de la classe politique, voire même avec une complicité de cette classe politique. Seul le Rassemblement national de Marine Le Pen combat cette folle politique d'imposer dans nos villages des immigrés. Alors on nous dit, ce seront uniquement des jeunes hommes. Tiens, des jeunes hommes. Mais on pensait qu'ils fuyaient la guerre. Nous, on a dans notre histoire malheureusement des souvenirs tristes. Quand on fuit la guerre, on emmène sa femme et ses enfants. Non, apparemment, les femmes et les enfants seraient restés dans la guerre. Il n'y a que des jeunes hommes. On se moque de nous. On se moque des Français avec leur argent. Ce scandale doit cesser. C'est pourquoi nous sommes ici à Arzano aujourd'hui pour dire non à Monsieur le Préfet, non à l'État, non à cette classe politique qui est complice de l'installation de ces immigrés clandestins au cœur de nos plus beaux villages de Bretagne et de France. Monsieur Jean-Philippe Biron, bonsoir. Alors, on vient d'entendre le reportage que vous m'avez envoyé sur l'immigration. Et bien sûr, comme vous le savez, depuis toujours on a parlé à ce sujet-là, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, le temps passe vite, on ne va pas répéter des choses, mais c'est vrai que derrière les guerres qui étaient... depuis 1980, on peut dire. Depuis 1980, 1979, après le chute de Shah d'Iran et la révolution islamique, un islam militaire a été déclenché dans le monde musulman, qu'il soit en Tchétchénie, en ex-Yougoslavie, après, à l'époque, il était seulement au Liban, mais après, de là-bas, c'était même la guerre Iran-Irak, et après, c'était la Syrie, l'Irak, et Yémen, actuellement, qui est en train de dérouler. Alors, après cette guerre, et toutes ces guerres-là, c'est une guerre. Pour ça, on dit cette guerre, toutes ces guerres-là, depuis 1979 à ce jour, selon David Abbassi, c'est une guerre pour une but précise. D'abord, c'est l'argent, et deuxièmement, changer le mode de population, surtout en Europe. Alors, monsieur, nous ne sommes pas extrémistes, soi-disant, nous ne sommes pas contre un peuple ou d'autres peuples, nous ne sommes pas contre les émigrés. Par contre, moi-même, je suis un émigré, pour nous parler de français. En France, nous avons beaucoup d'émigrés. Ce n'est pas ça. Ce que cette émigration après les guerres, c'est un coup monté. C'est un coup monté, surtout nous pouvons constater que, par exemple, président d'un pays, de l'autre côté du maire, plusieurs fois il a dit, si vous faites pas ça, je vais ouvrir les frontières, si vous faites pas ça, je vais ouvrir les frontières, et il a ouvert les frontières plusieurs fois, et les gens qui sont rentrés, comme nous pouvons constater, c'est une tendance spéciale concernant leur religion. Par exemple, vous voyez pas énormément chrétiens parmi les réfugiés. La totalité, en majorité, c'est une population, et avec Covid-19, avec tous ces bords de mer qui existent actuellement dans le monde, on ne va pas aller faire la blablabla, la langue de bois. On parle franchement, on dit ça, c'est une méthode de faire la guerre contre la civilisation européenne et contre les peuples européens, et voilà. Alors, monsieur Biron, moi, j'aimerais savoir votre avis. Vous, quand vous envoyez ça pour moi, peut-être pour d'autres personnes, vous avez des idées, vous pensez différemment par rapport aux autres individus. Alors, je vous laisse le microphone, mon cher monsieur Biron, de nous éclairer et de nous donner plus de renseignements. Monsieur Jean-Philippe Biron, ancien directeur de Chambre et Sénat, écrivain, économiste, un ami de longue date. Je suis ravi, avec mes auditeurs bien sûr, de vous écouter, monsieur Biron. Bien, monsieur Abbassi, bonsoir. Merci de votre invitation, que je vais accepter avec plaisir. Pour ce que je trouve un peu gênant dans ce reportage qui démarre l'émission,
et qu'il émane uniquement du Front National, enfin de l'ex-Front National, du Rassemblement National aujourd'hui. Il y a quelque chose de choquant dans les faits eux-mêmes qui paraissent vérifiés. Il semblerait que des émigrés clandestins, c'est bien spécifié de cette manière-là, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pris aucune précaution pour rentrer dans un pays, qui donc y sont sans raison valable et sans justification quelconque, puissent être traités de façon particulière, mieux que ne peuvent l'être des locaux dans le besoin. Malheureusement, il y en a de plus en plus un peu partout en France. Ça paraît très choquant. Tout cela semble faire partie effectivement d'une politique générale qui est une politique menée au niveau européen, mais qu'on voit également apparaître dans d'autres pays. Et l'un des signes qu'on peut en trouver, c'est qu'actuellement, des Noirs américains, si je dis Noirs américains, c'est parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, démocrates principalement, appellent au secours la population mondiale pour soutenir leurs frères français, etc. Bon, il ne semble pas qu'en France, il n'y ait jamais eu de discrimination particulière, à part le fait d'un certain nombre de personnes extrémistes envers des populations qui soient musulmanes ou d'une couleur de peau différente de la couleur de peau locale qui a bien évolué au cours des siècles. Ça paraît choquant. Ça paraît choquant parce que effectivement, on voit Madame Merkel, native de Hambourg, qui dès 2010 n'hésite pas à dire l'intégration des musulmans, le modèle multinational allemand a totalement échoué. On peut dire également qu'elle incarne l'hégémonie allemande sur l'Europe, qu'elle souhaite promouvoir une répartition contraignante des migrants dans les différents pays de l'Union européenne. Toutefois, on constatera que 5 pays se sont opposés à cette prise de position, la France ne faisant pas partie de ces pays-là. Et la France étant prête à accepter actuellement, semble-t-il, qu'on envisage que l'Allemagne, enfin plutôt Madame Merkel dans son rôle européen en tant qu'allemande, puisse venir imposer une réduction des retraites, c'est-à-dire qu'on s'en prend aux populations les plus fragiles, les plus âgées, pour financer différentes opérations. On se rend compte également que au moment où ces prises de position sont faites par Mme Merkel, elle négocie seule avec la Turquie pour autoriser les Turcs à circuler librement dans l'espace Schengen, sans poser la question à qui que ce soit. Serait-elle une pionnière de l'islam? Serait-elle simplement un des rouages de l'open société cher à M. Soros, comme peuvent l'être certains juges européens? C'est une autre question que l'on peut se poser. Toutefois, ces questions, ne nous attendons pas à avoir des réponses, étant donné l'omerta qui semble peser depuis quelque temps sur la presse, un peu de plus en plus. On se rend compte qu'il y a peu de temps, il y a eu une énorme manifestation à Berlin.
dont aucun écho n'est parvenu, ou peu d'échos sont parvenus dans la presse française. On peut voir que les Verts, actuellement les Verts allemands, envisagent de faire passer la majorité à 16 ans, majorité qui était encore il y a quelques années dans toute l'Europe pratiquement à 21 ans, qui est descendue à 18 ans, et maintenant de la faire passer à 16 ans, ce qui rapprochera également, et sans faire de liaison aucune, de l'âge du consentement tel que défini par nos juges récemment. Enfin, 16 ans, on a peu d'expérience de la vie et il est bientôt pour disposer du droit le plus puissant, bien qu'il soit totalement ou presque totalement inutilisé en Europe. On a peu d'expérience de la vie. Actuellement, on comprend pas tout à fait ce qui se passe. Des financements sont trouvés relativement facilement avec la banque européenne, pour ne pas dire avec le FMI, sous les auspices d'une ex-ministre française bien connue pour sa religion catholique. Actuellement, il semblerait que la politique soit faite beaucoup à partir de financements internationaux qui viennent million par million, faire pousser à droite à gauche des mouvements de soutien à cette politique d'ouverture. On peut se demander si cette politique d'ouverture n'est pas par ailleurs simplement un soubresaut capitaliste d'un vilain capitaliste, je ne dirais pas ultra-libéral, mais avec des méthodes très tranchées, qui a été celui de faire monter les populations des provinces vers Paris, comme il l'a été par la suite pour faire monter les Portugais, les Espagnols, les Italiens, qui fuyaient d'un côté le fascisme, de l'autre côté le fascisme aussi, pas le même, Franco ou Mussolini. Puis ensuite, ça a été les Algériens au moment de la guerre d'Algérie, puis après, pas les harkis bien sûr que l'on a abandonné tristement à Oran et ailleurs. Tout cela pour avoir une population travailleuse, meilleur marché que la population française. Or, la population française a été, son coût a été augmenté par des distributions de financement à droite à gauche relativement incontrôlées, par des charges sociales qui, ma foi, sont faites pour payer la santé, mais on se rend compte que ces charges sociales payent beaucoup de choses et qu'au niveau santé et au niveau service public, il y a eu un fort recul en arrière. Tout cela n'étant pas politique, mais étant de décisions politiques. Qu'il s'agisse de gouvernements de droite, de gauche, il y a eu beaucoup de recul du service public. En particulier, sous Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, on a vu 10 000 policiers qui ont disparu du territoire. Puis, en remontant beaucoup plus loin, on s'aperçoit que beaucoup de dispensaires ont disparu de province. Puis, les hôpitaux ont été dégraissés, si on peut dire, pour aller vers des services publics qui ont été rachetés par des sociétés étrangères,
qui font bien leur travail d'ailleurs, mais qui se sont trouvées très satisfaites des remboursements de la sécurité sociale. Remboursements qui ne semblaient plus suffire à des hôpitaux publics, hôpitaux dans lesquels une chambre hors frais, hors service, coûte environ 1 000 € la nuit, alors qu'une excellente chambre d'hôtel de bien meilleure qualité au niveau confort se trouve pour 100 €. On ne va pas faire d'amalgame, on ne va pas tout mélanger. Il y a un problème, c'est faut-il que la société se laisse bouleverser par un groupe de financiers plus ou moins apatrides, mais souvent se connaissant bien, pour des buts qui sont mal définis. Si tous ces financiers se mettaient ensemble pour dire on va reconstruire une société calme, tranquille, qui travaille bien, dans laquelle tout le monde vivra bien, ma foi, personne n'aurait rien à dire. Actuellement, malheureusement, dans des pays comme l'Inde ou le Bangladesh, on arrive à des endroits où la culture, je parle de la culture agricole, la culture agricole se fait avec des graines qui ne se reproduisent pas l'année d'après, qui ne peuvent être tonifiées, si on peut dire, que par certains engrais violents qui ont des effets sur la population, engrais de perte de vigueur des spermatozoïdes, si on peut dire, etc. Tout cela dans le but d'une réduction de la population mondiale. On ne va pas parler du Covid-19. Le Covid-19, il est difficile d'en dire grand-chose. On ne sait pas s'il peut se guérir facilement. Ce que prétendent certains, que ce soit les Australiens, que ce soit certains Américains, ce qu'a pu dire à un moment, et dit encore le professeur Raoult en France. S'agit-il d'une grippe ou s'agit-il vraiment du virus mortel qui a été fabriqué ou qui est né du mariage d'un pangolin avec une sole? Difficile de savoir tout ça. Alors vous, Monsieur Biron, exactement ici, puisque vous venez de parler de George Soros et professeur Raoult, vous-même écrivain, économiste, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, vous, qu'en pensez-vous au sujet de Raoult, surtout qu'actuellement, vous savez, on a commencé des procès contre lui. Et Jean-Philippe Biron, qu'en pense à ce sujet? Raoult actuellement semble être quelque part un peu la victime de son succès médiatique, qui s'est effondré récemment sous la plainte de centaines et de centaines de médecins, pas de centaines et de centaines de malades, c'est certain. Les malades qui sont passés par ces services, on n'a pas entendu beaucoup qui s'en plaignent. Par contre, des médecins mécontents qu'il n'ait pas suivi les processus recommandés, il semblerait y en avoir beaucoup plus. Or, qui est le professeur Raoult? Je ne vais pas parler de tous ces titres très valablement acquis sur la scène internationale. Je vais simplement parler du professeur Raoult, directeur d'un service très important à l'hôpital de la Timone, à Marseille, service très important qui a été financé par des fonds publics, qui lui a permis de faire des recherches importantes avec succès et qui lui a permis de sauver pas mal de gens. La cacophonie actuelle sur l'histoire des masques, les masques qu'on a achetés, qu'on a perdus, qu'on a retrouvés, qu'on a réachetés, qui ont été détournés par les Américains,
au cul d'un avion, sur un aéroport, des masques qui devaient être obligatoires, des masques qui ne servaient à rien, des masques qui devaient être portés sur les bicyclettes, sur les motos, en conduisant, qui maintenant seront peut-être dans les prochains jours interdits de port en extérieur, etc., etc. Tout ça, c'est de la mauvaise comédie. Nous avons suffisamment de scientifiques en France qui pourraient dire la vérité. Il semble qu'il y ait une omerta sur la vérité actuellement. Tout ça, ça dure. On met en danger si le Covid-19 est bien aussi dangereux qu'on le dit, on met en danger la santé de beaucoup de personnes âgées, mais également de tous les jeunes qu'on envoie à l'école avec masque à l'école, sans masque pour faire du sport, avec masque en réunion, sans masque en réunion parce qu'on n'arrive pas à les tenir de cette façon-là. Qui paye pour les masques? Ces masques doivent-ils être payés par la sécurité sociale, par des financiers divers? Que sont ces masques et servent-ils à quelque chose? Faut-il faire des masques en tissu? Faut-il faire des masques en papier? Faut-il faire des masques avec filtre comme il est actuellement proposé sur les marchés? Tout ça, c'est incohérent. Et avec le nombre de personnes qui travaillent sur ces problèmes et qui ne nous apportent aucune solution cohérente, on finit par ne plus rien y comprendre. Actuellement, il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils portent le masque ou parce qu'ils veulent le faire porter à d'autres. La police, dont on ne peut pas dire que la police française ou que la gendarmerie française ait jamais été brutale en dehors de la répression de certaines grèves, alors qu'un futur président de la République était ministre de l'Intérieur, à Brest par exemple. Bon, tout ça c'était coordonné, mouvement politique, pour résorber une situation sociale peu prometteuse pour l'avenir. Actuellement, de la même façon, on voit fleurir partout des candidats pour des élections présidentielles qui sont toujours, qui ne sont pas avant 500 jours en France. En 500 jours, il est étonnant que les Français n'arrivent pas à se grouper pour faire des programmes, et pour faire des programmes cohérents, finançables, des programmes laïques, c'est-à-dire des programmes qui permettent à toutes les religions de fonctionner, mais certainement à aucune religion de prendre le pas sur la loi d'État. Or, la loi d'État est bouleversée en permanence, on n'en tient plus compte. Il est surprenant de voir la justice, qui est pourtant superbement organisée en France, bien qu'elle ait été fortement réduite avec la disparition de tribunaux de province. Ce qui pose des problèmes pour les différents concernés dans des procès qui doivent se déplacer à des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour pouvoir traiter leur cas, alors que précédemment ils se rendaient au tribunal local. N'aurait-il pas été plus facile de déplacer parfois les juges que de déplacer tous les avocats, les personnes concernées? Ne serait-il pas possible, par exemple, d'aller s'occuper des prisonniers qui sont en prison et d'avoir une salle réservée en prison pour parler, pour développer leur procès, plutôt que de les faire déplacer jusqu'en prison de la même façon à des dizaines ou des centaines de kilomètres,
en déplaçant beaucoup de monde, en déplaçant des forces de police, de façon à ce que certains s'échappent de temps en temps. Enfin, c'est pas le but recherché, je crois que ce n'est qu'accidentel. Tout ça, actuellement, il semble y avoir un problème de gestion, mais pas un problème de gestion particulièrement politique, simplement. On a l'impression que toute cette politique est faite pour défaire ce qui existe, mais sans rien promettre quant à l'avenir. Toutes les promesses qui ont été faites, il y en a peu qui ont été tenues récemment. On nous a promis le Karcher jadis, on nous a promis 36 choses il y a 3 ans. On ne peut pas dire qu'on constate actuellement de grands résultats. On peut constater la détérioration du budget français et on se plonge dans une crise financière avec une dette